permet de rajouter ça. On demande aussi aujourd'hui, et là où vous êtes concernés clairement, on demande aussi un soutien spécifique au lait produit dans des zones à faible densité. Parce que les coûts de collecte, les coûts induits par la faible densité doivent être pris en compte quelque part. Et c'est la raison pour laquelle nous pourrions aussi, et là ça pourrait être une des mesures, deuxième pilier dans le cadre de l'accompagnement des productions, de la compétitivité des productions, ça pourrait faire l'objet d'un dossier sur lequel on amène quelque chose. Il faudra peut-être d'ailleurs se partager entre le producteur d'un côté et puis les entreprises de l'autre. Mais l'idée, c'est aussi quand même, on est dans la même logique que la correction du handicap naturel. Hein. C'est prendre en compte des spécificités. Et je rajoute ça parce que moi, c'est un sujet sur lequel je suis très sensible. Non pas que je veuille défendre à tout prix la coopération, mais il faudra faire très attention quand même à ce que demain, on ne demande pas à la coopération d'aller ramasser le lait partout où les industriels ne veulent plus aller. Ah oui, il faut le dire ça. Bon. Or, s'il n'y a pas quelques dispositifs qui peuvent permettre justement, dans certaines situations, et notamment des situations comme celle-ci ici, d'avoir une compensation quelque part par rapport à un coût économique, je ne dis pas forcément un coût économique ramené à la situation bretonne, hein, où il y a 15 élevages par commune, mais entre la Bretagne et puis des zones à très faible densité ou des zones de montagne où les coûts de collecte sont très importants, on doit arriver à trouver quelque chose. Et ça, il faut y travailler. Donc, dans le cadre des surcoûts, du surcoût, dans le deuxième pilier, ça veut dire quelles que soient les productions, il pourrait y avoir des demandes spécifiques. Après, justement, il faut les regarder. C'est pour ça que... Parce que c'est la véritable problématique des zones à faible densité, celle-là. Autant nous sommes opposés à régionaliser la totalité du deuxième pilier, autant nous disons qu'il peut y avoir un certain nombre de politiques plus régionalisées, plus territorialisées, sur lesquelles, justement, on fasse valoir des caractéristiques qui sont celles de la région en question. Et du coup, je trouverais assez utile et même habile et efficace qu'une région se dise, ben voilà, moi j'ai des éleveurs qui sont prêts à s'engager sur telle filière, il faut leur donner un coup de main, ben là on va chercher quelques subsides européens, nous, collectivités, on y ramène notre contribution régionale, et avec ça, on soutient une politique. C'est pour ça que le fait d'abroger la liste en question, c'est une autre manière de dire, a priori, on se dit qu'on n'exclut personne, mais il faut que ça participe plutôt d'une démarche de bassin, une démarche de territoire. Pour prendre un autre exemple, puisqu'on parlait des protéines, la région Rhône-Alpes aujourd'hui voudrait mettre un peu plus de moyens sur le soja en Rhône-Alpes, qui est une région où on a traditionnellement produit du soja. C'est sans doute très bien, mais il faudra qu'on l'autorise à le faire. Ça pourrait rentrer dans une politique régionalisée, par exemple. Entre autres, sur les politiques aussi peut-être de trituration du... Oui, mais après, non mais bien sûr, enfin... D'accord. Oui, on a parlé de collecte par rapport au lait, mais dans nos zones de montagne, il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'autres productions qui doivent être collectées, et c'est difficile pour toutes les autres productions. Oui, sans doute. Donc, ce serait bien que... Prenez pas mon exemple comme étant quelque chose de définitif. Voilà, il faudra qu'on en parle aussi. Mais là, pour le coup, enfin, encore une fois, on ne peut pas non plus tout attendre de l'extérieur. Sur ce sujet-là, en particulier, de l'accès à un certain nombre de mesures, et en particulier du deuxième pilier. Ça va être à nous, quand je dis nous, le monde agricole, hein, les producteurs, de travailler aussi à savoir ce que nous voulons faire rentrer par telle ou telle politique régionale. On ne sera pas forcément toujours suivi par nos élus, parce qu'ils ont aussi des... Mais pour le dire autrement, alors là je vais vraiment choquer en disant ça, mais tant pis. Et, non d'ailleurs je ne vais pas le dire parce que... Non mais je suis parfois gêné de voir dans certains programmes régionaux qu'on va réserver les aides uniquement à des producteurs biologiques, par exemple. Et non, je suis gêné de dire ça parce que les producteurs biologiques, il faut les soutenir. Mais de réserver finalement un appui public uniquement à telle ou telle catégorie de producteurs ou d'éleveurs, je trouve que ça ne tient pas. Et c'est là où on devra avoir une forme un peu de deal, ou en tout cas de pacte intelligent entre une profession agricole organisée
avec des chambres d'agriculture, avec les coopératives, avec un certain nombre d'opérateurs de la filière, et puis une politique publique qui vienne en soutien. Ça, c'est une vraie politique de territoire, qui croise de l'économie, du territoire, de l'emploi, de la valeur ajoutée, enfin, de l'identité régionale. Tout ça, ça fait partie du sujet qu'on devrait pousser. Mais il faut aussi qu'on se manifeste par rapport à ces sujets-là, je pense. Jean-Michel Robert, je voulais revenir justement sur ce point. Alors tout à l'heure, vous avez insisté donc, sur le deuxième pilier. Tutoyer, parce que sinon... Oui, bon, sur le deuxième pilier, en disant que vous alliez être très vigilant pour que les régions, justement, ne dirigent pas ce deuxième pilier. Sur notre région, on est en PACA, donc ça ne concerne pas que le département, mais il faut savoir que ce que vous venez de dire au niveau... Nous sommes une région très touristique, et je pense que si c'est la région qui va